Bonjour à vous, bienvenue. Je me présente Nicolas Bazinet, je suis le directeur du pôle EPAM, je suis ravi de recevoir Benjamin Leneutre de chez DNCA. Bonjour à tous. Bonjour, donc, Benjamin va vous présenter la maison DNCA, un ou deux fonds sur DNCA et les performances sur la gestion pilotée DNCA, parce que DNCA, c'est la maison, c'est la société de gestion qui s'occupe de nos trois mandats. Mandat prudent, équilibré et dynamique sur notre compte d'assurance vie Bourse Directe Horizon chez Generali. Donc quand vous savez pas trop quoi choisir comme allocation, bien faites confiance à Generali, à DNCA pour gérer au mieux dans vos intérêts sur une durée sur une durée longue vos avoirs. Donc, Benjamin, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de DNCA rapidement? Alors, bien sûr, pour faire simple, chez DNCA, juste deux choses la chose qui nous caractérise le plus, c'est vraiment cette approche bon père de famille. Donc, bien entendu, le but, c'est d'aller chercher de la performance sur le long terme pour nos clients. C'est pour ça qu'on gère un peu. Aujourd'hui, on est passé à 37 milliards d'encours sous gestion, donc il y a beaucoup de gens qui nous font confiance. Et du coup, voilà, ce qui me caractérise énormément notre ADN, c'est cette approche bon père de famille. Donc, bien entendu, faire de la perf sur le long terme, mais d'essayer toujours d'atténuer les soubresauts de marché. Donc, vous savez, quand les marchés montent fortement ou baissent aussi fortement, c'est d'essayer de minimiser cette baisse pour pouvoir rebondir plus vite. Et c'est ce qui caractérise un petit peu nos performances. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui, vous voyez, à peu près 20% de nos encours qui sont classés 5 étoiles Morningstar, qui sont dans leur premier décile de leur catégorie, ou alors dans les premiers quartiles pour plus de 50% des fonds de BNCA. C'est une chose qui est importante, c'est cette efficience sur le long terme, donc toujours faire de la performance, mais toujours avec un niveau de risque qui reste maîtrisé. Et DNCA, à côté de ça, ça reste une maison à taille humaine. On est 170 collaborateurs. J'ai connu la maison quand on était 35. Il y a toujours le même aura chez DNCA. Et vous voyez, cette année, une maison, on a tendance à bien performer sur les différentes classes d'actifs. Et on fait 4,1 milliards de collecte nette cette année. C'est une de nos plus belles années et qui vient renforcer la solidité de nos performances à moyen long terme. Donc, vous voyez juste, on vous a mis là sur différentes nos fonds les plus connus aujourd'hui, les plus emblématiques de la gamme. Et ce qu'on regarde, c'est des performances 5 ans par rapport aux fonds de leur catégorie. Et vous voyez, ce qu'on va chercher à faire toujours, c'est d'être le plus haut possible en termes de performance pour nos clients et souvent d'être le plus à gauche possible, c'est de se dire avec un niveau de risque embarqué, on peut appeler la volatilité, c'est les soubresauts que vont faire, cette courbe sinusoïdale que va faire un petit peu votre portefeuille, on essaie de l'atténuer au maximum, et donc du coup pour faire de la performance sur le long terme. Alors bien entendu, qu'il y ait un peu de volatilité, c'est normal, parce qu'on est sur des fonds qui sont extrêmement liquides, ça c'est une chose importante à dire. Ça c'est c'est la deuxième force importante de DNCA, c'est bien sûr de faire de la performance sur le long terme, mais surtout que votre argent ne soit pas bloqué et que vous puissiez sortir comme vous le souhaitez avec des valorisations qui sont quotidiennes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la liquidité. Et sur les marchés, c'est très important et c'est différent. On sait qu'en France, les gens aiment beaucoup l'immobilier et tout. Mais voilà, il faut quand même savoir que les actions en bourse, c'est quand même beaucoup plus liquide que l'immobilier ou d'autres classes. Comment? Pas tout. Oui, parce que les actions, mais normalement, sur les actions qu'on va, sur les grandes actions aux côtés, voilà. On essaie d'avoir le plus de liquidité. Faire un petit point quand même macro, vous dire ce qu'on pense un petit peu des perspectives. Alors d'un point de vue croissance, vous l'avez vu aux US, si on parlait un petit peu du troisième trimestre, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était au mois de juillet, c'était mon collègue Benjamin qui était là. C'est facile chez DNCA, ce sont des Benjamin qui présentent le webinaire. Pour les perspectives, donc on avait vu une sorte de petite décélération aux États-Unis. Tout de suite, la Banque centrale a pris les choses en main, a baissé assez drastiquement. On trouve même, nous, on ne pensait pas qu'elle baisserait de 50 points de base parce que c'était pas non plus pour nous complètement utile, parce qu'il faut quand même toujours faire affaire à cette inflation qui est toujours présente, entre guillemets. Mais en tout cas, ça a énormément rassuré les marchés. Les marchés actions américains sont revenus sur les plus hauts très rapidement suite à ça. Donc, aux États-Unis, on sent qu'il y a vraiment quand même une forte robustesse de l'économie. L'emploi tient extrêmement bien. La consommation est toujours là, même si elle n'est pas aussi importante qu'il y a quelques mois, enfin même quelques semaines. Mais voilà, une grosse robustesse et surtout la Fed qui est derrière. Donc ça, c'est une chose très importante. En Europe, c'est un peu plus le marasme. Chiffres révisés à la baisse en Allemagne, en Italie, en France.
Pour la France, avec la distribution qu'on a connue, c'est quand même assez compliqué. Hein. Regardez, il y a des secteurs d'activité comme tout ce qui est équipementier automobile, l'automobile, en plus avec des déboires un petit peu qu'on a en Chine, donc l'automobile, c'est assez compliqué. Vous avez un peu la construction où ça reste compliqué aussi, et toute la partie un peu chimie. Donc en Europe, voilà, une décélération. Après, c'est pas catastrophique. La BCE aussi derrière. Ils ont baissé aussi de 50 points de base leur taux. Jeudi, normalement, on devrait avoir une nouvelle baisse de 25 points de base. Nous, on attend que la Banque centrale, à la différence de la Fed, que la BCE soit un petit peu plus agressive, entre guillemets, parce qu'on sent que le moteur européen a beaucoup plus besoin pour sa croissance future des baisses de la Fed, des baisses de taux de la BCE, pardon, pour pouvoir repartir sur une bonne dynamique, sachant que l'inflation est quand même moins présente en Europe qu'aux États-Unis. On a eu les chiffres de l'inflation hier. Exactement, et qui étaient, qui sont assez faibles en Europe. Donc là-dessus, c'est pas trop un sujet, on va dire, pour la BCE. Et on l'a vu pour les États-Unis, hein, c'est que quand ils ont baissé de 50 points de base, ils montrent que oui, l'inflation est importante, mais c'est surtout quand même la dynamique de croissance qu'ils veulent voir perdurer. Alors nous, ça veut pas dire sur l'inflation nous on pense quand même que sur l'inflation, il y a quand même des forces de rappel qui vont montrer que l'inflation sera durablement plus élevée. Oui, le momentum, en ce moment, veut une inflation plus faible, entre guillemets. Mais quand on voit que le marché américain, par exemple, price, ça veut dire anticipe une inflation sur le long terme à 2%, nous, on n'y croit pas trop. On pense que les forces de rappel sont la démondialisation. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de sociétés qui ont tendance à rapatrier l'outil de production. Alors oui, on a souvent produit beaucoup moins cher en Thaïlande, au Vietnam, en Chine ou autre. On a vu après une période de confinement comme le Covid, la période Covid, que ces confinements ou autres amenaient des goulots d'étranglement dans les approvisionnements, dans les chaînes de production. Donc du coup, on veut rapatrier l'outil de production, et donc du coup, si on rapatrie l'outil de production en Europe, ça serait une main-d'œuvre qui sera plus chère. Pareil aux États-Unis. Donc ça, pour nous, ça sera inflationniste sur le long terme. L'autre chose, c'est la transition énergétique. On a quand même surconsommé et surproduit depuis des années sans faire attention à la planète. Il y a des répercussions. Ça va se faire au niveau des coûts dans les entreprises. Et il faut bien se dire une chose, c'est que les entreprises, elles vont pas nous offrir ça. C'est-à-dire qu'on va le retrouver, nous, en tant que consommateurs, dans les dépenses de tous les jours. Donc ça, c'est inflationniste. Et l'autre chose qui est plus triste, c'est tous les conflits qu'on a actuellement, qui n'ont pas tendance à s'amenuiser. On a même un peu peur, là, quand vous regardez ce qui s'est passé, la Chine qui a mis un porte-avions à côté de Taïwan ce week-end. Enfin voilà, il y a tout ce contexte-là géopolitique qui est quand même qui amène beaucoup de volatilité sur les matières premières et pas mal d'inflation pour nous à long terme. Donc voilà, on a tendance à dire chez les NCA, attention, oui, l'inflation est faible à un moment donné, mais pour nous, ça va continuer. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est important pour les portefeuilles de nos clients. C'est-à-dire que le but, nous, quand on gère, bien sûr, c'est de faire la performance, mais souvent, c'est de se dire, c'est d'aller préserver votre pouvoir d'achat. C'est-à-dire que si demain, vous mettez 100 chez les NCA et que l'inflation, j'en sais rien, dans 10 ans, a monté de 20%, vous devriez trouver minimum 120 chez nous pour que votre pouvoir d'achat soit resté le même. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on ait en tête dans la gestion au quotidien de nos fonds. Et la dernière chose qui, pour nous, vous voyez, on est prudemment optimiste chez DNCA. On trouve que sur les actions, le marché, la dynamique reste intéressante pour l'action en portefeuille. Sur les taux, vous le verrez après, on est quand même beaucoup plus prudent. Vous avez aujourd'hui des taux courts toujours qui sont plus rémunérateurs que des taux longs. On n'a aucune aujourd'hui appétence à vouloir prêter de l'argent à la France, à l'Allemagne, aux États-Unis sur du long terme. On a plutôt tendance à vouloir prêter à des entreprises sur du court terme. Ça, c'est une chose importante. Ou aux États-Unis, mais sur du court terme. Et pourquoi? Parce qu'en plus, il y a cet effet de déficit public. Ça, c'est la seule chose où on n'est pas très à l'aise. C'est que oui, sur le long terme, à moyen terme, à court terme, pardon, le déficit public, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas tout de suite, mais on est quand même sur des pays qui ont des déficits publics qui sont colossaux, que ce soit en Europe, la France par exemple, ou même aux États-Unis. Et le problème à un moment donné, c'est de se dire comment on va réussir à résorber ce déficit public. Et voilà, ça c'est un peu la question qu'on se pose. On pense que ça sera un sujet pour demain, mais voilà, ça nous embête un petit peu cet effet déficit public. Alors on sait qu'en France, la note de la France n'est pas dégradée parce que énormément d'épargne de nos clients, et la France, on est quand même un pays où on a une capacité à aller récupérer l'impôt de façon assez simple. Mais voilà, sur le long terme, il faudrait pas continuer à avoir cette dichotomie entre des banques centrales qui étaient quand même beaucoup moins accommodantes à un moment donné et les gouvernements entre guillemets qui ont continué à faire valoir la planche à billets là-dessus. Juste de vous refaire un petit point sur un produit que vous connaissez bien, dont on a parlé souvent, donc DNC Invest Alpha Bonds, et vous présenter assez rapidement le petit frère. Donc, c'est deux fonds obligataires qui sont de risque SRI2.
Donc, c'est des produits qui sont très intéressants dans l'assurance vie, hein, à côté d'un fonds en euros, ou alors même sur la partie bancaire, vous pouvez les retrouver en termes pour aller chercher un peu plus que le monétaire. Ce sont des produits qui sont vraiment diversification du monétaire ou du fonds en euros. Les performances d'Alpha Bonds, donc je ne vais pas revenir dessus, mais on a eu des performances qui ont été très bonnes. Hein. Vous voyez quand même la linéarité en termes de performance du produit. C'est un fonds que vous voyez, hein, c'est quand tout petit maintenant, mais sur les 3 dernières années, c'est un fonds qui a fait un peu plus de 6,24 annualisé. Alors dedans, on reprend l'année 2022, hein, qui était une année qui était assez catastrophique pour les taux. Hein. Vous vous rappelez tous, on ne va pas revenir dessus. Les taux ont fortement monté, ce qui a fait déprécier le cours des obligations. Et du coup, vous avez à peu près moins 17% en moyenne quand vous avez des obligations internationales. Le fonds a fait 6% cette même année. Donc, c'est vrai que quand on parlait de 4,1 milliards de collecte nette chez les NCA, une grosse partie de la collecte provient de ce fonds. On est passé de 3 milliards il y a encore 3-4 ans à 13 milliards en cours sous gestion aujourd'hui. Et c'est un produit qui fait sens parce qu'on voit que son process est quand même, on l'a bien expérimenté, il continue de bien fonctionner. Alors c'est un produit qui va chercher de la performance sur différentes classes d'actifs. C'est un produit qui paraît comme ça quand on vous le présente. C'est un produit qui peut paraître le produit le plus spécifique et peut-être le plus difficile à comprendre de notre maison. Après, c'est un produit qui fait vraiment sens dans les cœurs des portefeuilles de nos clients. Pourquoi? C'est un produit de performance absolue. Donc, le but, c'est d'aller chercher de la performance positive chaque année, quelle que soit la direction des marchés obligataires ou des marchés actions. Pas d'actions en portefeuille, mais voilà, quelle que soit l'orientation des marchés, on va chercher cette performance positive. Et le but, c'est de faire mieux que les taux courts. Alors, aujourd'hui, en Europe, ils sont à 3,5, plus 2%. On rajoute. Donc, voilà, ça veut dire que l'objectif cette année, c'est d'aller chercher à peu près 5,5 de performance. On est aux alentours des 4,5 de performance depuis le début de l'année. Donc, on est vraiment dans la dynamique de ce qu'on recherche sur ce produit-là. Et du coup, pour ça, on est sur une gestion qui est internationale. Et surtout, on peut jouer sur le risque de duration. Ça veut dire que quand on pense que les taux vont monter, on peut être en sensibilité négative. C'est-à-dire qu'on gagne de l'argent quand les taux montent. Et inversement, quand on pense que les taux vont baisser, on peut se mettre en sensibilité positive. Et donc, du coup, si les taux baissent, on gagnera de l'argent dans ce sens-là. Alors après, c'est pas que ça. Et vous le voyez, là, on vous a mis ce petit slide pour montrer les contributeurs à la performance. Donc, on a différentes classes d'actifs dans le produit. Donc, on peut aller sur la thématique inflation. On peut acheter de la dette émergente. On peut acheter des taux réels, c'est-à-dire ces obligations qui sont indexées à l'inflation. Comme je vous l'ai dit, on trouve que l'inflation sera durablement plus élevé, donc on pense qu'on touchera une petite prime là-dessus. Donc voilà, et ce qui est surtout intéressant de voir, c'est que ce ne sont pas toujours les mêmes moteurs qui performent au même moment. Donc c'est ça qui est important, c'est que des moteurs, à certains moments de l'année, peuvent moins bien performer que d'autres, mais ce qui est important, c'est toujours d'avoir cette cyclicité, ce cycle, et qu'on ait toujours plus de moteurs positifs que de moteurs négatifs. Mais en tout cas, c'est ce qui fait un peu l'équilibre de ce produit et de façon importante. Donc, vous voyez aujourd'hui le positionnement sur ce type de produit pour vous montrer. On a très peu de sensibilité embarquée. On trouve que, vous voyez, quand vous empruntez aujourd'hui, quand les taux courts en Europe sont à 3,5 et que le taux de 10 ans allemand, il est à 2,25, ou alors que le taux de 10 ans français, il est à 3, aujourd'hui, on trouve qu'il n'y a aucune appétence à vouloir prêter de l'argent à l'Allemagne ou à la France sur du long terme, surtout quand on voit le niveau des déficits publics en France. On n'a pas envie, parce que nous, on dit, demain, si je prends le risque de prêter de l'argent à l'État français, lui, les déficits, j'ai pas envie qu'on me donne du 3, j'ai envie qu'on me donne plus. Autant là, sur l'État français, par exemple, a tendance à vendre en fait l'État français. Parce qu'on pense que normalement, la prime qu'elle offre devrait être plus importante. Donc, on vend l'État français. Et à côté de ça, on aime bien, quand vous voyez les taux réels, on aime bien aller acheter des taux réels, donc ces obligations indexées à l'inflation. Donc, ces obligations, on est payé en fait pour recevoir la prime d'inflation publiée. Donc, vous voyez, aux États-Unis, on a à peu près du 1,73, on va dire 1,73, 1,80. On est rémunéré à 1,80 sur 5 ans. Et vous avez en plus de ça, chaque année, la prime d'inflation. Donc, si l'inflation est de 3, vous allez aller chercher plus que sur vos taux courts américains. Donc, c'est vraiment attractif. Les pays émergents, les taux émergents, c'est quoi? C'est un panier de devises en fait qu'on a en portefeuille ou d'obligations très très courtes qui nous permettent d'aller chercher 6 points de plus que les taux courts européens. Vous voyez, c'est un panier sur lequel, alors il y a du peso mexicain, du réal brésilien, il y a un peu de dette sud-africaine. Voilà, on a de la Tchéquie, on a un peu de Hongrie, on est sur des choses qui sont quand même assez robustes, entre guillemets, et qui nous permettent d'amener une diversification en portefeuille. Et vous voyez, c'est à gauche, on est aujourd'hui pratiquement 100% emprunt d'État, et vous avez 97% des obligations en portefeuille qui sont de notation investment grade, donc c'est-à-dire que ce sont les meilleures notations du marché. Donc voilà, et sur un portefeuille extrêmement liquide, qui sait s'ajuster. Aujourd'hui, on trouve que, vous voyez là, quand je vous parlais de
du niveau de risque embarqué. Mais sur une volatilité, quand vous voyez en haut à droite, 1,73, c'est-à-dire que le risque aujourd'hui embarqué dans le portefeuille est extrêmement faible. Il n'a jamais été aussi faible parce que on trouve que ça ne sert à rien d'aller chercher du risque pour des choses qui ne payent pas vraiment. Vraiment, quand on investit dans une classe d'actifs, on va avoir une prime d'assurance qui soit extrêmement élevée. Et pour autant, vous voyez, on a quand même cherché 4,5 de performance depuis le début de l'année avec 1,80 de volatilité. Donc, on est sur un couple qu'on appelle rendement-risque qui est vraiment très, très bon. Donc voilà, on essaye de continuer à bien faire les choses sur Alpha Bonds. On essaye d'être logique et pas prendre du risque pour dire de prendre du risque. Ou d'un moment, le fait de ne pas prendre de risque nous rémunère bien. Et ben, on va pas aller prendre de risque pour nos clients pour des raisons quelconques. Et en revanche, si demain, avec les élections américaines, si demain, la géopolitique fait qu'il y aura un peu plus de volatilité sur les marchés, on pourra rapidement se repositionner pour aller chercher un peu plus de performance. Le deuxième fonds, ça s'appelle DNC Invest Crédit Conviction. En fait, c'est un produit qui va ressembler un petit peu à un produit comme Alpha Bonds. C'est pas un produit qui cherche une performance positive chaque année. Il peut y avoir un peu plus, on peut avoir des performances négatives. En 2022, c'est un fonds qui a fait -3, ce qui a été une très bonne performance quand même. Voilà. Les marchés ont fait -17, mais à la différence d'Alpha Bonds, c'est que l'année suivante, Alpha, quand il a fait +6 en 2022, l'année d'après, il a dû faire à peu près 4,5. Et nous, sur un produit comme Crédit Conviction, vous avez fait -3, mais l'année d'après, vous avez fait +10. +11. Donc voilà, c'est un produit qui est capable qui essaie de réduire au maximum les baisses de marché, mais qui va se remettre en risk-on dans les bons moments. Tout comme Alpha Bonds, je ne vais pas remontrer ce slide sur Alpha Bonds, mais ce sont deux produits qui sont décorrélants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous les comparez aux emprunts d'État allemands, américains ou à tout l'univers crédit européen ou même américain, vous voyez qu'on est sur des corrélations qui sont alors encore plus faibles sur Alpha Bonds, mais qui sont vraiment faibles sur un produit comme Crédit Conviction. Et ça, c'est vraiment attractif. C'est-à-dire quand on construit un portefeuille, et c'est pour ça qu'on peut retrouver ces fonds dans nos gestions pilotées, c'est quand vous construisez un portefeuille, ce qui est important, c'est bien sûr d'aller chercher des fonds qui sont performants, qui sont souvent, pour leur classe d'actifs, peu volatiles, mais surtout qui sont décorrélants des autres fonds que vous avez à côté. Parce que si on va acheter le même type de produit, mais c'est juste, on va dire, des noms différents, des sous-jacents différents, je donne un exemple. Si vous achetez un fonds d'obligation d'entreprise plutôt bien noté, d'accord, européen, et à côté vous dites je vais le diversifier en achetant un fonds d'obligation plutôt bien noté aussi américain, et j'en ai acheté un autre d'obligation plutôt bien noté émergente. Le problème, c'est que demain, quand il y aura le marché qui va se retourner, ces obligations-là, même si elles sont sur des secteurs géographiques différents, elles ont toujours une corrélation qui est assez forte parce que ça arrête des sociétés, investment de crédit ou autre. Donc nous, ce qu'on veut, c'est diversifier au maximum ce risque-là. Donc, du coup, quand vous investissez dans Alpha Bonds ou dans Crédit Conviction, c'est de réduire cette corrélation et d'avoir vraiment des produits qui vont évoluer différemment de ce que vous avez souvent dans votre allocation. Donc Crédit Conviction, c'est quoi? C'est un produit, on va pas être en 100% emprunt d'État, on va être 100% en obligation d'entreprise. Donc c'est un produit qui est international. C'est un produit où la moyenne je vous mets là, où la moyenne du portefeuille sera toujours investment grade. Donc ça, c'est important. On peut avoir jusqu'à 49% de high yield. En moyenne, on a entre 20 et 30% de high yield en portefeuille. Donc le high yield, c'est des obligations les moins bien notées, donc qui offrent un petit peu plus de rendement parce que un peu plus de risque. Et du coup, comme sur Alpha Bonds, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut piloter cette sensibilité. Ça le rend flexible. C'est-à-dire qu'on peut aussi, quand on pense que les taux vont monter, d'être en sensibilité négative, donc profiter de la hausse des taux. Et inversement, quand les taux baissent, on peut aussi être en sensibilité positive et profiter de la baisse des taux. Donc normalement, ce type de produit-là, est à même de pouvoir évoluer dans n'importe quel environnement obligataire. C'est un fonds, c'est des gérants qu'on a fait venir il y a un peu plus d'1 an maintenant. Leur fonds sur leur stratégie sur 8 ans, vous la voyez, c'est celle qui est à droite. C'était la meilleure stratégie sur ce type de produit-là. Ils gèrent à peu près 1 milliard à l'époque chez AXA IM. On les a fait venir, on a déjà levé à peu près 600 millions en très peu de temps. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand vous comparez par exemple les fonds à échéance qui ont été très appréciés ces derniers temps, si vous prenez la performance des fonds à échéance depuis 5 ans, alors oui, depuis 2 ans, elle a été très bonne, mais si vous prenez depuis 5 ans, finalement, quelqu'un qui était resté sur les fonds à échéance, c'était 0,4 de performance annualisée. Là où leur stratégie, en fait, ce que je pense qui est intéressant là-dessus, c'est que c'est un produit, en fait, là où sur les fonds à échéance, on va attendre la fenêtre pour pouvoir investir. Là, c'est comme si vous confiez le mandat au gérant et le gérant va lui, en fonction des fenêtres, là, on est sur un fonds ou pas. Voilà. Perpétuel aussi. Exactement, perpétuel. C'est complètement ça. Et du coup, qui reste pas directionnel. C'est ça qui est important. Vous avez des fonds obligataires. Mais voilà. Donc, c'est un produit qui est très intéressant. Là où les fonds à échéance, ça devient un petit peu moins intéressant, de pouvoir
aller chercher ce type de produit à côté des fonds échéances. Ça, c'est très intéressant. Donc voilà, donc on va manœuvrer le risque. Et vous voyez, depuis qu'ils sont revenus chez nous, on a fait à peu près 11,2% depuis 1 an et 2 mois à peu près, avec une volatilité qui est complètement maîtrisée, hein, vous voyez, 2,37. Donc voilà, il fait bien mieux que l'indice des corporates. Mais voilà, on est sur une gestion qui est très intéressante, cœur de portefeuille. Et vous voyez, aujourd'hui, le portefeuille, on a du 5% de coupons embarqués. La notation moyenne, elle est triple B-, donc on est investment grade comme c'est voulu. On a un peu plus de sensibilité que sur un produit comme Alpha Bonds et avec plutôt une appétence à avoir de l'investment grade en portefeuille. Vous voyez, le high yield, aujourd'hui, ça représente que 23%. On aime bien aujourd'hui, pour vous montrer un exemple, on trouve qu'aujourd'hui, le marché des très bonnes entreprises, enfin des sociétés les mieux notées, il y a une prime qui est plus importante au Royaume-Uni qu'en Europe, aux États-Unis. On va avoir tendance aujourd'hui à réallouer un petit peu sur le Royaume-Uni parce que nous, on part juste du principe de se dire, en fait, à partir du moment où les sociétés ont une très bonne solvabilité, si elles ont une petite prime, que nous, on est un peu mieux rémunérés en Grande-Bretagne, autant aller mettre un petit peu plus d'argent en Grande-Bretagne qu'en Europe ou aux États-Unis. C'est la première chose. Et après, on aime bien des secteurs, par exemple l'immobilier aujourd'hui. Vous avez des primes qui sont intéressantes alors que les taux baissent. C'est plutôt bénéfique pour les sociétés immobilières, entre guillemets, comme les foncières comptées ou autres. Du coup, on a tendance à réallouer un petit peu du risque là-dessus. Et pareil sur le secteur financier, qu'on aime bien. Donc vraiment, quand on a tendance à réallouer du risque, on peut aller sur des secteurs qui avaient des décrits à un moment donné, tout en faisant toujours attention à la qualité des émetteurs ou autres. Je crois que 2025, c'est peut-être le retour de l'immobilier, effectivement. Et ouais. Donc nous, c'est pour ça, et souvent la partie crédit, on dit toujours que c'est un petit indicateur avancé de l'état de comment va être le marché en lui-même. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à retourner là-dessus. Donc voilà à peu près sur la partie de nos fonds. On peut revenir, alors je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Enfin là-dessus, on verra à la fin sur les questions. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on vous présente des fonds, chez Bourse Direct, les clients sont plutôt très actions. Mais là, on vous présente des fonds un peu sur des fonds obligataires. C'est qu'aujourd'hui, avec les marchés, c'est un peu difficile de trouver de la performance sur les marchés actions. Et il y a ces produits-là qui performent bien et qu'on va retrouver aussi dans votre gestion pilotée. Exactement. Et donc, c'est comme ça que vous sortez de la performance actuellement sans un niveau de risque important dans votre gestion pilotée. Et on va voir un peu comment tu vas capter de la performance sur les autres fonds là maintenant. Pour attaquer la gestion pilotée. Alors du coup, pour vous rappeler, la gestion pilotée, c'est vraiment aujourd'hui, vous n'avez pas le temps. Enfin, on est quand même sur des marchés qui sont de plus en plus volatiles. Et pourquoi cette gestion pilotée a été créée, c'est de se dire, les clients au quotidien travaillent, ont des activités, sont peut-être pas très à l'aise sur les marchés financiers. Ces marchés de plus en plus mouvants, et on va dédier en fait, j'aime pas cette expression les clés du camion, mais on va donner en main les clés de notre portefeuille pour pouvoir que le gérant qui, lui, est sur les marchés au quotidien et, on va dire, 13 heures sur 24, entre guillemets, va pouvoir le piloter pour vous. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Donc, du coup, ce sont des gens qui sont des allocataires d'actifs, qui vont, en fonction un petit peu de l'appétence du marché, enfin, en fonction de leur appétence au marché et surtout en fonction du profil de risque que vous aurez choisi, c'est un mandat prudent, équilibré ou dynamique, vont allouer entre les actions et les obligations. Tiens, est-ce que c'est intéressant aujourd'hui? Est-ce que c'est l'action qui est finalement le côté plus patrimonial actuellement? Est-ce que c'est de l'obligation? Qu'est-ce que je fais dans les obligations? Sur quel secteur je vais investir? Sur quelle zone géographique je vais investir? Donc ça, c'est important. Donc on appelle ça un peu l'allocation d'actifs. Et ensuite, eux sont en plus des sélectionneurs de fonds. Donc leur boulot, à la différence d'autres gérants de notre maison, souvent les gérants vont rencontrer le PDG de Total, le PDG de Vinci, le PDG de Microsoft ou autre. Enfin, peut-être pas de Microsoft, mais en tout cas les PDG de Vinci, Total ou autre. Et eux, ces gérants-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir les différents gérants de la place. Donc, ils vont aller chez Carmignac, ils vont aller voir des sociétés comme JP Morgan, ils vont aller voir les gérants des fonds de chez Fidelity, les gérants des fonds de chez, j'en sais rien, Amundi. Et donc, du coup, eux vont aller sur certaines classes d'actifs voir quel est le meilleur fonds sur ce secteur-là, les Pictet ou autres, et vont, en plus des fonds des NCA, aller chercher des fonds des maisons de gestion, on peut dire concurrentes à la base des NCA, mais qui finalement font sens dans vos allocations. Et le but, c'est ce qu'on appelle de l'architecture ouverte. Donc, c'est de créer des profils. Vous avez des fonds de fonds à l'intérieur, donc bien sûr 30% maximum de fonds des NCA, et ensuite les fonds des différentes maisons, enfin les meilleurs fonds de la place. Mais c'est lié aussi à votre stratégie que tu nous as expliqué au départ, et donc vous essayez de coller des fonds de partenaires par rapport à votre stratégie. Exactement, notre stratégie de base, c'est complètement ça. Et le but, c'est d'aller chercher des fonds décorrélants. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des NCA, on n'a pas le savoir-faire sur toutes les classes d'actifs.
Par exemple, sur les actions US, on n'a pas de spécialiste là-dessus. On n'a pas de spécialiste sur, alors, on va dire sur la dette crédit, sur le crédit émergent. On n'a pas de spécialiste sur les actions émergentes. Donc, du coup, le but, c'est d'aller chercher. On a d'autres très bons fonds Action Europe, même si c'est notre savoir-faire chez l'NCA. Il y a d'autres très bons fonds Action Europe sur des styles différents sur la place. Donc, du coup, on va aller mettre notre fonds Action Europe à côté d'un autre très bon fonds pour diversifier le risque. Ce qu'on aime bien, nous, chez Bourse Direct, c'est votre approche effectivement prudente, liquide, régulière. On n'est pas à l'abri de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles de temps en temps. Et 2022 faisait partie des mauvaises nouvelles. C'était pas de votre faute, c'est l'ensemble des marchés qui étaient pas bons. Mais c'est cette régularité qui est et ce qu'il faut voir, c'est d'essayer d'atténuer ces baisses, comme on a essayé de le faire en 22, et la capacité de rebond en 23-24. Alors, si vous voulez, je peux parler d'abord des performances avant de dire un petit peu ce qu'on fait, mais si vous prenez le portefeuille prudent, là, j'ai pris les performances il y a vendredi. En fait, sur le prudent, net de tout frais, donc net de frais du contrat, les frais du mandat, enfin les frais de tout ça, enfin les frais de la gestion. Il faut déduire 0,65 de frais de gestion du contrat d'assurance vie et 0,20 de gestion pilotée. Donc toutes les performances qui sont affichées ici sont vraiment nettes que vous avez touchées. Et donc si vous voulez comparer au brut, il faut rajouter 0,85 dessus. Et faire 0,85 quand les actions font 4%, enfin les taux faisaient 4%, c'est presque 25% de performance qui est un peu capté là-dessus. Donc, c'est 0,85, c'est important quand même. Donc, le profil prudent fait 5,80, du coup, depuis le début de l'année, contre à peu près 3,92 pour l'indice, sachant que l'indice, il n'est pas net de frais, il est brut de frais. Sur la partie équilibrée, on est à... Alors, sur le côté prudent, donc c'est faire autre chose que le fonds en euros, avoir une durée, non pas d'1 an, mais une durée de 2 à 3 ans pour pouvoir faire mieux que le fonds en euros. Mais en ayant quelque chose comme ça, là, vous faites 2,5% de mieux que le fonds en euros. Et si vous faites ça sur 20 ans, 2,5%, c'est capitalisé, c'est 50% d'écart entre le fonds en euros sur 20 ans. Donc, et là, vous avez un bon profil long terme et vous ne serez jamais déçu avec ça. Exactement. Sur la partie équilibrée, donc du coup, alors, le profil prudent, c'est entre 0 et 30% d'actions. Ça, c'est une chose importante. Vous avez le profil équilibré, entre 40 et 60% d'actions. Donc, ce profil-là, je reviendrai dessus après, on fait un peu plus de 7,5% depuis le début de l'année, donc net de tout frais. L'indice à peu près à 7, mais lui, brut de frais, toujours. Et sur la partie dynamique, donc la dynamique, on est entre 70 et 100% d'actions. Donc, c'est pour les plus téméraires. On va dire que l'horizon d'investissement, il n'est pas de 3 ans, il est plus de 4 à 5 ans quand même, parce que plus on met de risques en portefeuille, plus il faut donner un horizon d'investissement important. Et donc du coup, voilà, après 5 ans, c'est pas aussi lointain, mais moi je trouve qu'aujourd'hui, pour les gens, peut-être qui les plus jeunes d'entre vous, plus vous avez de temps devant vous pour arriver à l'âge de la retraite, plus il est intéressant de mettre du risque embarqué en portefeuille. Tout dépend s'il y a l'achat d'une résidence, de n'importe quoi, mais plus cet argent placé que vous n'en avez pas besoin rapidement, même si c'est très liquide, autant aller sur un risque action un peu plus important. Et donc là, sur la partie dynamique, on fait du 11% net de tout frais, contre un indice qui est plutôt à 12. Mais là, pareil, nous, on faisait quand même attention parce que le marché a quand même très bien remonté en début d'année. On a une approche un petit peu plus prudente à un moment donné. Et attendez, on est très fiers de notre perf. Enfin, 11%, c'est très bien depuis le début de l'année, mais voilà. Et puis, on a moins profité du rebond sur la Chine. Alors, on était content de pas avoir de Chine depuis très longtemps parce que les performances, c'était quand même compliqué. Bon, là, ça se retourne un petit peu. Mais c'est vrai que le biais émergent, vous voyez, sur un profil dynamique, aujourd'hui, on doit avoir à peu près une dizaine de pourcents de partie émergente. Vous voyez, action émergente, on a 7,9. On en retrouve un petit peu dans les produits diversifiés internationaux, dans les actions internationales. Par exemple, un fonds comme Ercovalor, qui est un très très bon fonds de chez Rothschild. C'est un fonds qui fait une performance depuis 30 ans, je crois, de l'ordre de 9 ou 10% annualisé, je crois, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est un fonds historique. Comme Jasmond. Voilà, c'est extrêmement bon. Et eux, je sais qu'ils avaient à peu près 20% de Chine en portefeuille. J'étais avec le gérant il y a une semaine, je suis intervenu avec lui, donc 20% de Chine. Donc voilà, ça leur a, à bout d'un moment, ça leur a pas toujours contribué dans les moteurs positifs entre guillemets, mais là ils étaient très contents d'avoir gardé cette conviction. Comme James Bond, je pense que comme Jess, c'est une des plus belles boîtes de gestion action de la place parisienne.
Donc, c'est vraiment des fonds qui sont très connus. Donc, comme Gesmonde, c'est un autre produit qui s'appelle Magellan sur les actions émergentes et un autre produit qui s'appelle Renaissance Europe. Qui avait un peu souffert, quand même. Oui, qui avait, bien sûr, qui avait souffert parce que l'environnement là-bas avait souffert. Mais vous voyez, vous retrouvez en fait des grandes maisons comme Franklin. Franklin, ils sont très bons. Franklin Templeton sur la partie US avec un produit US Opportunities qui alloue à la fois les valeurs de vous voyez deux fonds Franklin qu'on a, un US Opportunities plutôt sur les valeurs de croissance, pour les sociétés qui ont une grande visibilité, on va retrouver des boîtes de la tech ou autre, mais aussi sur la partie qu'on appelle plus value, entre guillemets. Donc les value, ça peut être des secteurs un peu décotés, ça peut être des financières, ça peut être de la construction, ça peut être des médias, ça peut être toute la partie, on appelle ça télécom ou autre, donc les secteurs un petit peu moins sexy, on va dire, de la cote, un peu dévalués, mais sur lesquels, en fait, on trouve qu'il y a un momentum intéressant et surtout, vous avez des rendements du dividende donc, qui sont assez attractifs. Donc, vous voyez en Europe, aujourd'hui, quand vous regardez l'énergie, les sociétés financières ou autres, vous avez du rendement du dividende qui sont très importantes. Je crois que sur SG, on est toujours sur un rendement du dividende qui a plus de 10%. Donc, quand vous savez que sur le long terme, près de tiers de la perte provient du dividende, enfin 60%, on va dire, de la perte provient du dividende, c'est intéressant dans ce moment-là, dans le cycle où vous avez des dividendes importants, d'aller chercher ces sociétés, d'évaluer avec des forts dividendes. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Vous voyez, si on a aussi un produit DNC Invest Arthur Mid Cap Europe, là, c'est l'autre chose. C'est un fonds qui va plutôt être sur des sociétés, c'est un fonds européen, mais sur les sociétés, les petites et moyennes capitalisations. Pareil, on trouve, bon, c'est un des meilleurs fonds de la place, mais on trouve qu'il y a quand même une appétence des clients à revenir sur ce secteur-là. C'est un fonds qui a collecté 300 millions depuis le début de l'année. Les valeurs petites et moyennes ont été pas mal délaissées par les investisseurs. Et là, on retrouvait une baisse des taux, avec les banques centrales qui ont tendance à baisser les taux, ça redevient intéressant parce que souvent, les petites et moyennes capitalisations, c'était souvent des valeurs orientées un peu croissance. Donc, la hausse des taux leur a fait du mal. Et surtout, ce sont souvent des sociétés assez jeunes qui sont pas mal endettées. Et pareil, la hausse des taux, c'était pas si intéressant pour c'était plutôt négatif pour les sociétés de petite et moyenne capitalisation. Et là, on retrouve un petit peu l'alignement des planètes pour ce type de société. On voit que la partie M&A, donc tout ce qui est fusion, acquisition, absorption ou autre, repart énormément. Je crois qu'on a déjà eu 4 OPA dans le portefeuille depuis le début de l'année. Donc, ce qui est assez important. Et ça montre que les boîtes ont du cash, qu'elles empruntent maintenant aussi sur des taux un peu moindres. Et donc, des plus gros peuvent aujourd'hui racheter des plus petits pour aller gagner des parts de marché ou autre. Donc, c'est intéressant de revenir sur les petites et moyennes capitalisations. Alors, on préfère le faire en Europe parce qu'on les connaît bien, mais on a eu aussi un fonds qu'on voit pas là, mais qui est sur la partie US, sur ces moteurs-là. Après, sur les parties sur la partie plus prudente, on est sur des produits, comme je l'ai expliqué. Ce qu'on veut faire actuellement, c'est un peu plus, soit on va sur la partie courte des taux, comme je l'ai expliqué sur Alpha ou Crédit Conviction, enfin, ce que je l'ai expliqué en présentant la macroéconomie. Ça sert à rien d'aller chercher des fonds obligataires avec des fortes durations. On va privilégier quand même la qualité, donc des produits plutôt investment grade. Alors, vous verrez, on peut avoir des produits avec un petit peu de high yield, donc de sociétés un peu moins bien notées parce qu'il le faut dans la diversification. Et surtout, ce qu'on va aimer, ça va être des produits comme Alpha Bonds, comme le fonds de chez Candriam ou comme le fonds de Lumia, où on va aller sur des stratégies qu'on dit flexibles. Donc, c'est de se dire des fonds qui sont moins décorrélés que les autres et qui peuvent piloter un petit peu plus sa sensibilité en fonction de l'appétence du gérant. Et pour ça, on essaie d'aller chercher les gérants qui savent mieux le faire sur la place, comme aussi Rothschild sur le fonds de allocation. Et donc, voilà, c'est ce qui nous permet d'aller chercher depuis le début de l'année, comme on l'a expliqué, mieux que les taux courts, même si c'est compliqué d'aller chercher plus que 3,5 depuis le début de l'année, mieux que ce qu'on peut retrouver sur un fonds en euros. Et avec 5,79 dette de tout frais, c'est intéressant. À octobre, on est plutôt satisfait de la performance parce que ce type de profil, un profil prudent géré chez Bourse Direct dans les contrats Generali, ce qu'on va essayer sur un profil prudent, c'est essayer d'aller chercher sur un horizon de 3 ans, essayer d'aller chercher du 4,5, dette de tout frais, 4,5, 5. Donc après, tout dépend de l'environnement des taux autres, mais quand les taux sont élevés comme ça, on peut essayer d'aller chercher du 4,5, 5. Et du coup, on est complètement dans les clous. Et après, pareil, on peut essayer de chercher sur un profil équilibré, plutôt aller chercher du 7, 7,5 et un peu plus sur la partie dynamique. Donc voilà. Et puis sinon, pour vous dire, depuis le mois de juillet, finalement, on n'a pas fait tellement d'arbitrage parce que, comme on l'expliquait, quand on fait des arbitrages, c'est plutôt on a un positionnement à 3-6 mois.
Si vraiment il y a un événement de marché qui change, qui bouge, bon, on peut changer l'allocation. Là, pourquoi on n'a pas procédé à énormément de changements? Parce qu'on est parti sur un portefeuille qui était plutôt bien équilibré à chaque fois en termes de zone géographique. Certes, on avait un petit peu moins d'émergents ou autres. Là, la question, c'est de se dire, on attend les élections US, on est assez à l'aise. Vous voyez, on a à peu près, on est plutôt prudent parce qu'on a profil. On est sur la fourchette, on a quoi? On a 27% d'obligations. Alors, on est plutôt sur la fourchette haute, sur la partie action. Alors, on est plutôt sur des produits de performance absolue, donc c'est un peu différent. Et vous voyez, sur le profil équilibré, on a 50% d'actions. Donc, on est vraiment entre 40 et 60, donc on est à la médiane, enfin, la moyenne. Et sur le profil dynamique, on a à peu près 78%, donc on est plutôt dans la fourchette basse. Le but, c'est de se dire, surtout sur le profil dynamique, on attend les élections US. Et en fonction de ça et de la prise en compte du marché des élections, on aura certainement tendance à réallouer un peu plus sur des actions, d'attendre un petit peu la dynamique, un peu plus de visibilité là-dessus pour réallouer et peut-être renforcer un petit peu la partie US, voire même la partie émergente. La partie émergente, on verra, ça sera surtout en fonction de ce que vont faire les banques centrales. Je ne sais pas si vous avez vu un peu la Chine en ce moment. Bon, bien sûr, elle a lancé ses plans de relance, mais on voit surtout qu'elle le fait quand les Américains ont tendance à baisser leur taux. Parce que pour eux, c'est intéressant. Et puis la Chine, il faut aujourd'hui qu'ils arrivent à... Et de toute manière, on n'attend pas non plus forcément que votre portefeuille bouge régulièrement non plus. Bien sûr. Parce que vous prenez des paris qui doivent payer, ça ne paye pas dans 5 minutes. Et après, les gérants dans lesquels vous avez investi, eux font aussi des arbitrages. Exactement. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Ouais. Et du coup, donc oui, et on ne va pas l'histoire de changer pour montrer qu'on change, de changer 1% ou 2% d'un fonds. On est sur des produits, enfin sur des gestions pour nous qui étaient vraiment sur mesure, bien équilibrées. Et donc voilà, là c'est de se dire, est-ce qu'on augmentera un petit peu le risque action? On en reparlera la prochaine fois qu'on se verra, mais peut-être que si les signaux sont tous au vert, on aura tendance à remettre un peu plus de risque en portefeuille et pour essayer d'aller chercher un petit peu plus de performance. Eh ben très bien, super. Merci beaucoup Benjamin. Merci à vous. On vous souhaite très bonne journée. Bonne journée. Merci.